Chers consoeurs, chers confrères, bonjour. Voilà, donc nous avons le plaisir de vous accueillir dans le cadre de cet atelier, dans lequel on va parler un petit peu des obligations du pharmacien vis-à-vis de ses collaborateurs, des personnes avec lesquelles il collabore. Et cet atelier sera co-animé par moi-même et par Maître Alibar, qui est avocat et enseignant de droit à Casablanca, et moi-même, je suis pharmacien et enseignant de droit pharmaceutique à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Et on va essayer de faire une brève présentation sur l'ensemble. On va passer en revue l'ensemble des obligations qui sont à la charge du pharmacien, et bien sûr à travers ces obligations, on va décliner un petit peu quels sont les droits dont vont jouir les salariés au niveau de l'entreprise officinale, et par la suite on laissera plus de temps à la discussion et au débat. Droit du travail et gestion des obligations en officine. Voilà, comme vous le savez, le pharmacien, et particulièrement le pharmacien d'officine, est un professionnel qui est soumis plutôt à une foultitude de textes juridiques qui régissent l'exercice de la pharmacie. Il y a des règles qui sont spécifiques à l'exercice pharmaceutique, c'est-à-dire que ce sont des règles de droit qu'on va trouver au niveau des textes particuliers, des textes relatifs à la pharmacie, et le chef de file est la loi 1704 portant code du médicament de la pharmacie, une loi qui prend en charge à la fois le médicament en tant que produit ou bien le noyau même de ce droit pharmaceutique, et bien sûr le pharmacien qui est le promoteur de ce produit, et encore le professionnel dont la loi confère un monopole sur ce produit, à la fois depuis la fabrication jusqu'à la dispensation et au-delà de la dispensation dans le cadre des vigilances. C'est-à-dire il dispose d'un monopole tout au long de la chaîne du médicament. Et cette loi 1704, bien sûr, elle porte statut du pharmacien, qui est le titulaire, le principal, mais dans l'exercice de ses fonctions, le pharmacien est appelé à travailler et à collaborer avec un certain nombre de personnes. Parfois, il y a une obligation pour le pharmacien de collaborer avec des pharmaciens dans le cadre de l'assistanat, une fois que le chiffre d'affaires de l'officine atteint et dépasse un chiffre d'affaires de 3,5 millions de dirhams, vous le savez. La loi impose à ce qu'il y ait un pharmacien assistant, et au-delà de 5,5 millions de dirhams, il faut absolument avoir un pharmacien supplémentaire. Et bien sûr, ces pharmaciens ils vont être bien sûr des praticiens qui vont exécuter des actes pharmaceutiques, bien sûr sous le contrôle du pharmacien principal, du pharmacien titulaire. Et cette relation de travail, pour cette relation de travail, la loi 1704 a prévu un statut particulier. C'est-à-dire que cette relation contractuelle, elle va se dérouler dans le cadre d'un contrat type. C'est-à-dire que le législateur a prévu de la faire sortir un petit peu du cadre du droit commun, c'est-à-dire du droit de travail. Et bien sûr, pour qu'il y ait ce statut type, il faut que le contrat plutôt soit, ce contrat type, il faut qu'il soit élaboré par le Conseil de l'ordre des pharmaciens et approuvé par l'administration. Et là, depuis la promulgation de la loi en 2006, on attend toujours ce statut, ce contrat type qui n'a pas encore vu le jour pour des raisons un petit peu qui sont dues à la complexité des procédures administratives. Et la loi 1704 également prévoit à ce que le pharmacien puisse recruter des préparateurs en pharmacie qui vont exécuter des préparations et l'aider dans ses tâches. Aujourd'hui, il n'y a pas un statut particulier pour le préparateur en pharmacie. Il n'y a pas encore de statut, mais il va y avoir des changements parce qu'il y a une loi, c'est la 2512, un projet de loi qui est en cours d'adoption, qui a pris le circuit législatif. Il a été adopté par la Chambre des représentants, il tarde à être adopté au niveau de la Chambre des conseillers. Mais une fois ce projet adopté, il va s'appliquer, et les pharmaciens seront appelés à recruter, non pas des personnes comme on le fait aujourd'hui, on recrute des gens qui viennent d'un peu partout, mais par la suite il va falloir recruter des préparateurs qualifiés, c'est-à-dire dûment autorisés. Et bien sûr, à côté de la loi 1704, nous avons d'autres textes généraux qui vont s'appliquer aux pharmaciens, et notamment dans tout ce qui se rapporte aux relations contractuelles. Et nous avons bien sûr le Daïr formant Code des obligations et des contrats, qui est le texte fondamental, c'est le droit civil, qui gère les relations entre
entre parties, entre contractants. Et nous avons donc la loi 69/99 qui forme le code de travail. Donc voilà, donc c'est l'ensemble des règles juridiques qui vont régir les relations donc, de travail. Voilà, donc là c'est juste pour donc, vous montrer un petit peu donc, les dispositions au niveau de la loi 1704 donc, qui présentent ou qui mettent en place ces statuts particuliers, notamment celui donc, du pharmacien assistant, l'obligation d'avoir un pharmacien assistant, ça vous le savez, donc c'est l'article 108 de la loi 1704. Et bien sûr, donc l'article 109, toujours de la même loi, donc, qui met donc, en place donc cette collaboration entre le pharmacien d'officine, donc titulaire donc, de l'officine, et ses collaborateurs, c'est-à-dire les préparateurs en pharmacie, donc, qui vont se livrer à des tâches particulières. Donc cette relation de travail donc, entre le pharmacien titulaire et ses collaborateurs, donc, quel que soit leur statut, que ce soit donc, un pharmacien assistant ou bien donc, un préparateur en pharmacie, donc ils sont gérés, comme je viens de le dire, par le DAER formant code des obligations et des contrats et par la loi 65/99 portant code du travail. Alors, tout d'abord, donc, il faut qu'il y ait une relation contractuelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un contrat. Et au Maroc, là, Maître Alibar donc, aura l'occasion donc, de détailler avec donc, plus de détails ce travail. Donc, l'écrit n'est pas toujours obligatoire. Donc, l'écrit est accessoire. C'est-à-dire que là, le contrat est valablement formé dès lors qu'il y a un échange de consentement. C'est-à-dire que le contrat s'est formé donc, selon les règles prévues par le DOC, c'est-à-dire que les personnes donc, dont le contrat sont capables, et donc, elles ne sont pas frappées d'une incapacité, que le consentement n'a pas été extorqué ni par violence ni par tromperie, donc c'est-à-dire qu'un consentement donné donc, en toute sincérité, une cause valable, c'est-à-dire une cause licite et un objet licite. Et par la suite, donc, le contrat il est formé. Aujourd'hui, nous avons tendance donc, à passer donc, des contrats par écrit. Donc, on passe donc, au stade du formalisme et surtout, donc, c'est à titre probatoire, c'est-à-dire en matière de preuve, que très souvent, donc, on a recours donc, à un écrit. Donc, les différents types de contrats de travail donc, qui se présentent au niveau du Code de travail, nous avons le contrat à durée indéterminée que vous connaissez, donc un contrat qui va courir donc, le temps qu'il faut et qui ne peut être donc, pour lequel on peut mettre fin soit par d'un commun accord, c'est la volonté des parties, ou bien suite à un différend, ou bien donc, il y a plusieurs. Donc on aura l'occasion tout à l'heure dans le cadre du débat donc, de parler de toutes les formes donc, de cession de ce contrat de travail. Nous avons le contrat de travail à durée indéterminée, plutôt déterminé, c'est-à-dire le fameux CDD, mais le CDD n'est valable que dans 3 situations. Tout d'abord, dans le cadre du remplacement d'un salarié, donc quand il y a une suspension d'un contrat de travail, bon, l'exemple le plus simple, c'est-à-dire que quand vous avez une employée donc, qui est enceinte et qui va partir pour accoucher, donc, elle a le droit donc, à un congé de maternité. Et le contrat de travail sera suspendu, il ne sera pas résilié, c'est-à-dire qu'il va être maintenu, sauf qu'il va... Donc ces effets seront suspendus durant la période donc, qui est prévue à cet effet. Et bien sûr, le pharmacien a la possibilité donc, de recruter une personne pour suppléer à l'absence donc, de ce collaborateur. Et ça se passe dans un contrat à durée déterminée. Et bien sûr, l'autre situation, c'est l'accroissement temporaire de l'activité. Donc ça, c'est surtout dans le cadre de l'industrie, où parfois donc, les industriels sont appelés donc, à produire davantage pour répondre donc, à une demande accrue. Dans le domaine de la pharmacie, c'est très fréquent dans le cadre où il y a une menace d'épidémie. Donc on l'a vécu il y a quelques années, nous sommes encore en train de le vivre. Et donc là, donc, la capacité de production sera appelée donc, à augmenter. Et bien sûr, dans le cadre d'un travail donc, saisonnier, c'est beaucoup plus dans le cadre de l'agriculture ou là dans le cadre du tourisme, c'est-à-dire pendant l'été, au niveau des stations balnéaires, donc les hôtels qui ferment pendant l'hiver et l'automne, ils ouvrent pendant l'été, donc ils ont besoin donc, de recruter du personnel donc, dans le cadre d'une saisonnalité. Et bien sûr, donc, le troisième type de contrat, c'est le contrat avec ponctuel, c'est-à-dire pour une tâche déterminée. Et bien sûr, ce contrat, donc, une fois formé, donc, il va produire ses effets à l'égard, bien sûr, de l'employé, à l'égard du collaborateur, mais également à l'égard donc, du pharmacien. C'est-à-dire, c'est un contrat synalagmatique avec une interdépendance des obligations. Donc, chacun est tenu par des obligations et en même temps, chacune des parties donc, va récolter donc, des droits dans le cadre de ce contrat. Et bien sûr, la
première obligation donc, qui est à la charge du pharmacien et qui forme un droit du salarié, c'est la durée de travail. C'est-à-dire qu'un pharmacien ne peut pas donc, faire travailler un collaborateur au-delà donc, de ce qui est prévu donc, par la loi. Et bien sûr, là, donc, dans le secteur de l'industrie et des professions libérales comme celle de la pharmacie, donc la durée annuelle du travail est de 2288 heures par an, ce qui correspond donc à 44 heures par semaine. C'est-à-dire que l'employé donc, ne peut pas être retenu donc, dans le cadre du travail au-delà de ce volume horaire, mais sinon s'il le fait, donc parfois donc, il y a des contraintes particulières, et bien sûr là, il va bénéficier de droits supplémentaires qui sont les heures supplémentaires pour lesquelles donc, il a le droit de se faire payer donc, conformément à ce qui est prévu donc, par la loi. Donc voilà, les heures supplémentaires, donc, ce sont les heures de travail qui sont accomplies au-delà de cette durée normale de travail. Elles sont payées en un seul versement, même en même temps que le salaire. C'est-à-dire à la fin du mois, cet employé a le droit de recevoir donc, une indemnité en fonction donc, de ces heures supplémentaires travaillées. Donc voilà, donc quel que soit le mode de rémunération du salarié, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Donc comme suit, 25% si elles sont effectuées entre 6h et 21h pour les activités non agricoles et entre 5h et 20h pour les activités agricoles. Donc dans le cadre de la pharmacie, c'est une majoration de 25% donc, sur le salaire, donc sur les heures travaillées, quand celles-ci donc, se font de 6h à 21h, notamment dans le cadre des gardes de nuit, etc. Nous avons 50% si elles sont effectuées entre 21h et 6h du matin. Cela correspond donc aux gardes de nuit pour lesquels l'employé va être retenu au niveau de la pharmacie. Il va passer la nuit à travailler. Et bien sûr, donc, cette majoration est portée respectivement à 50 et à 100%, c'est-à-dire pour le premier cas c'est 25% et le deuxième cas à 100%, si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire. Et voilà. Et même si un repos compensateur est attribué, c'est-à-dire un employé qui va travailler pendant son jour de repos hebdomadaire, quand bien même il va bénéficier d'une journée donc, de repos, le traitement donc, sera majoré de 100%. Donc, deuxième obligation qui est à la charge, plutôt troisième obligation qui est à la charge donc, de l'employeur et donc, qui bénéficie aux salariés, c'est le repos hebdomadaire. C'est un repos qui est donc obligatoire. Il n'y a pas d'entreprise qui va donc faire travailler un employé donc, toute la semaine et toute l'année, parce que sinon on va le réduire à un esclave. D'accord ? Donc c'est un être humain, et donc voilà, donc il faut donc, le faire bénéficier donc, d'un repos compensateur. Donc un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures allant de minuit à minuit, donc c'est-à-dire 24 heures. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de saucissonner ces 24 heures. Il faut qu'il bénéficie de 24 heures de repos. Donc, il doit obligatoirement être accordé aux salariés le vendredi, le samedi, le dimanche, ou bien donc, le jour du souk hebdomadaire, quand l'activité donc, se fait dans le monde rural, donc en dehors donc, des villes. Et donc, il doit être accordé donc, à tous les salariés donc, d'un même établissement. Autre obligation qui est à la charge de l'employeur et dont bénéficie le salarié, c'est le repos les jours fériés. Donc les jours fériés, donc ce sont des journées, comme vous le savez, qui sont chômées et payées. C'est-à-dire que le salarié va rester chez lui et il va recevoir son salaire. Et bien sûr, ces journées chômées et fériées, elles sont prévues dans le cadre d'un décret. Donc il y a une mesure réglementaire qui fixe quels sont donc, les jours chômés et fériés. Et contrairement à la fonction publique, où pour les fêtes religieuses, le salarié ou bien le fonctionnaire va bénéficier de 2 journées chômées et fériées, pour les professions libérales, c'est une journée, quelle que soit donc la nature de la fête, qu'elle soit religieuse ou une fête nationale. Donc c'est une journée, voilà. À moins que donc, les conventions particulières ne prévoient autrement, et c'est le cas par exemple pour les banques, dans le cadre de la convention collective avec le groupement général donc, interbancaire. Donc c'est pour ça que les salariés des banques profitent donc, pendant les fêtes religieuses de 2 journées chômées plutôt qu'une seule journée. Donc voilà donc, la liste de ces journées, vous les savez, donc on ne va pas trop perdre beaucoup de temps là-dessus.
Autre obligation donc, à la charge du pharmacien, c'est les congés annuels payés. Chaque employé a le droit à un congé donc, annuel. Il va rester chez lui, il va profiter de ce repos et il sera payé. Donc voilà, la durée du congé varie en fonction de l'ancienneté donc du salarié. Plus il avance dans la durée, c'est-à-dire que le contrat avance dans la durée, plus il va bénéficier de journées supplémentaires jusqu'à atteindre un maximum qui ne dépasse jamais 30 jours. Donc, quelle que soit l'ancienneté de ce salarié, ça reste toujours 30 jours. Le salaire et la prime d'ancienneté, autre donc, avantage donc, reconnu par la loi, ou bien autre donc, droit reconnu par la loi, par le Code de travail au profit des salariés, c'est le salaire, donc la consistance du salaire, et les primes d'ancienneté. Bien sûr, si le salaire est librement fixé, donc entre les parties, donc il n'y a pas donc, de restriction, il y a une seule restriction qui est le SMIC, le salaire minimum garanti. Et au-delà du SMIC, donc ça reste donc, dans le champ donc, de la convention, c'est-à-dire que le pharmacien et ses collaborateurs ou son collaborateur vont donc négocier librement le salaire. Et bien sûr, comme vous le savez, donc ce salaire va dépendre un petit peu des compétences du salarié, du préparateur. Donc plus il est formé, plus il a des compétences particulières, plus le traitement, c'est logique. Donc il va être donc, assez consistant. Mais donc, comme les choses se font donc, aujourd'hui, donc elles se font d'une manière un petit peu donc, qui n'est pas très conforme donc, aux missions du pharmacien et de la pharmacie. Donc, très souvent, donc, les pharmaciens sont... Et en plus, il y a une pénurie donc, de cadres, donc, de personnes qualifiées. Donc, c'est pour ça que donc, la tendance est de recruter donc, des gens qui ne sont pas parfois du domaine, qui viennent donc, qui ont fait de la littérature ou autre chose, et donc qui se retrouvent donc, par défaut employés en pharmacie, ils vont apprendre sur le tas. C'est pour ça que les salaires ne sont pas donc, assez donc, consistants. Donc la prime sur l'ancienneté, donc là c'est prévu par la loi. Donc il faut toujours donc, verser 5% sur le salaire après 2 années de service, après 2 années d'ancienneté. Donc 10% de salaire après 5 ans d'ancienneté, de service, 15% après 12 ans, 20% donc après 20 ans, et bien sûr le plafond il est à 25% après 25 ans de service. Donc, autre obligation dont on a parlé, c'est le SMIC. Donc, c'est le salaire minimum garanti. Je pense qu'il est à 3 000 dirhams aujourd'hui. 2 000 et quelques, donc pratiquement là, 2 500. Donc, 2 500 donc, en dehors des charges. 2 700 en dehors des charges, bien sûr, en dehors des charges sociales. Donc là, c'est le minimum donc, à verser donc, aux salariés. L'âge de la retraite. Bien sûr, on ne peut pas donc embaucher quelqu'un ad vitam. À 60 ans, donc, le salarié a le droit donc, à une retraite. C'est un droit. On ne peut pas le retenir, sauf donc, en cas de besoin. Mais là, donc, là, je parle sous le contrôle de Maître Hannibal, il faut une dérogation au ministère de l'Emploi. Il faut donc porter ça. Donc, il faut justifier donc, ce maintien et donc recevoir une dérogation, le ministre de l'Emploi, sous forme d'arrêté, donc pour pouvoir retenir une personne au-delà donc, de l'âge de la retraite. Le congé de maternité, on en a parlé, donc c'est un droit donc, reconnu aux femmes en couche. Et en plus, ce congé de maternité, non seulement donc, c'est un droit, c'est-à-dire qu'il faut absolument l'accorder, mais les femmes enceintes et les délégués syndicaux, ce sont des salariés protégés. C'est-à-dire qu'ils disposent d'un privilège légal, donc la loi leur accorde une certaine sécurité, une certaine stabilité dans le cadre du travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les licencier pour donc, un motif. Le fait que la femme va partir accoucher et rester chez elle pendant 2 mois, ce n'est pas un motif pour licencier cette dernière. Donc, il faut qu'elle soit maintenue dans son poste. On peut, donc, comme on l'a vu il y a quelques minutes, la remplacer par une autre personne, mais elle a le droit de reprendre son travail, sinon on va assimiler ça donc, à un licenciement abusif. La même chose pour le délégué syndical, même s'il fait du grabuge au niveau de l'entreprise, même si donc, parfois donc, il bloque un petit peu le fonctionnement normal donc, de l'entreprise, c'est-à-dire, mais on n'a pas le droit de le licencier parce que
donc, au regard de la loi, il s'agit d'un salarié donc, qui est protégé. Les salariés ont le droit donc, à certaines absences. Donc, pour le mariage du salarié, c'est 4 jours, pas donc, successives. Quand il s'agit donc du mariage d'un des descendants du salarié, c'est 2 jours. En cas du décès d'un conjoint, d'un enfant, d'un petit enfant, d'un ascendant du salarié, c'est 3 jours. Quand il s'agit donc d'un frère ou d'une sœur, c'est une branche collatérale, c'est 2 jours. Et bien sûr, la loi offre donc à ces salariés donc, d'autres absences légitimes donc, pour lesquelles ils ne vont pas travailler et ils vont percevoir leur salaire. C'est donc le cas de la circoncision donc, d'un enfant. C'est 2 journées d'absence. Et quand l'un des conjoints ou l'un des enfants va subir une opération chirurgicale, là, donc il bénéficie de 2 journées supplémentaires. Le droit aux absences rémunérées, et donc là, tout à l'heure, on a dit que le contrat, c'est un contrat consensuel, c'est un contrat donc, entre les parties. Et bien sûr, on ne peut pas retenir une personne malgré elle. Elle a le droit, donc elle est libre d'aller chercher ailleurs. Et là, donc, ce salarié est tenu, il est obligé donc, de déposer un préavis. Donc, un préavis donc, par lequel donc, il avise le salarié de son départ, plutôt l'employeur de son départ. Et là, donc, il bénéficie donc, de certaines absences qui vont lui permettre d'aller chercher du travail. Donc on ne va pas le maintenir pendant le mois du préavis, ou parfois il s'agit de 2 mois, on ne va pas le retenir. Non, il a le droit d'aller chercher du travail, il a le droit de s'absenter. Et bien sûr, là, les salariés, ils ont le droit à un certain nombre d'informations. L'employeur, donc une fois qu'il va recruter une personne, une fois qu'ils vont signer le contrat, il faut qu'il l'informe de ses droits. Donc, c'est-à-dire il doit l'informer s'il y a une convention collective, il doit l'informer des horaires de travail, les modalités d'application du repos hebdomadaire, son affiliation à la CNSS et tout ça. Donc, vous le savez, généralement, il y a une obligation d'affichage d'un certain nombre de choses au niveau de l'entreprise et au niveau de l'officine. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très, très long. Donc, voilà, nous sommes à votre disposition. Je passe la parole à Maître Anibar pour compléter un certain nombre de choses. Je suis sûr qu'il a beaucoup de choses à dire. Merci. Merci à tous, merci professeur. Donc on va essayer d'aller très vite parce que je pense qu'il y a un côté pratique et je suppose que chacun a une question. J'ai été interpellé par 2 éléments, permettez-moi de faire la remarque quand même. Lorsque professeur, lors de sa présentation, parlait des indemnités, ou comment le calcul des indemnités, ou bien l'ancienneté, tous les téléphones ont pris il y a eu des captures d'écran. Et en ce qui concerne les jours chômés, c'est-à-dire les jours de férié, les jours, les jours chômés. Donc ça a aussi suscité l'intérêt de tout le monde. Je reviens sur le premier point qui a été soulevé par le professeur tout à l'heure, c'est effectivement la preuve en matière de travail est libre. Bien sûr, tout ceci est provisoire parce que la loi, le code du médicament, la loi 1704, a prévu un contrat type qui devrait unir le pharmacien à son assistant. Ce contrat type n'a pas encore vu le jour, donc la relation reste soumise au Code du travail avec ses généralités, avec ses dispositions. Des dispositions justes parfois et injustes, tout dépend si on est salarié ou on est employeur. J'insiste sur une première chose, d'abord la liberté de la preuve. Effectivement, c'est que le contrat n'est pas une obligation, pour l'instant, n'est pas une obligation. Ça veut dire que la preuve du contrat peut être rapportée par tous les moyens. Un bulletin de paie, des CNSS, des échanges, des correspondances. La relation est complètement libre en la matière. J'aimerais apporter un côté pratique de la chose parce que le Code du travail, il comporte un certain nombre de dispositions, mais il faut faire attention à quelques, je ne vais pas dire des pièges, mais des cas d'inobservation ou des cas où on pense avoir pris la bonne décision alors que la loi a prévu des régimes stricts. Donc la vie du travail, c'est la conclusion du contrat. Le professeur n'a pas manqué de souligner les différents aspects du contrat, quelles sont les conditions de validité, etc. Quand je dis la preuve est libre, entre guillemets, ça ne veut pas dire que le contrat, on passe outre. Il est fortement conseillé d'avoir un contrat entre les parties pour que les choses soient clairement définies et la volonté des parties soit clairement exprimée.
il y a la vie du contrat, c'est-à-dire, bon, là, le contrat est en cours, il y a les congés, tant que ça se passe bien, ça ne pose pas de problème, il y a certains aspects à respecter, jours fériés, etc., congés, comment ça se passe pour les congés, etc. Mais les problèmes se posent surtout en cas de résiliation, lorsque les problèmes surviennent entre employeurs et employés. Et là, il faut faire très très attention, parce que je parle de ce que la jurisprudence, c'est-à-dire les cas traités par les différents tribunaux du Maroc, les différentes juridictions, notamment la Cour de cassation, qui a instauré un certain nombre de règles. Attention, en cas de rupture, d'abord, il y a deux moyens de rompre un contrat, soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur. À l'initiative du salarié, c'est une démission. Attention, la démission n'est valable que si elle est écrite et légalisée. Très important. J'ai eu un cas que j'ai traité juste ce matin où une démission n'a pas été légalisée, donc ça veut dire qu'il n'y a absolument rien. Donc ça, c'est à l'initiative de l'employé. Il y a un autre aspect qui m'interpelle par rapport à ce mode de résiliation. On l'a souvent entendu, j'ai présenté ma démission, mais mon employeur ne l'a pas acceptée. La démission n'a pas à être acceptée ou pas. C'est une volonté unilatérale. Je prends la décision de mettre un terme au contrat, je mets un terme au contrat. Et n'a pas à être acceptée ou pas. Le deuxième motif de rupture, c'est le licenciement. Et là où se posent beaucoup de problèmes, il faut faire très très attention. En cas de licenciement, en cas de faute grave, et j'insiste, la loi a prévu la faute grave, al-khata al-jassim. Le législateur n'a pas dit faute, ça veut dire la faute en elle-même, elle est acceptée. Il faut qu'elle soit grave. Alors, la gravité de la faute, c'est lorsque l'employeur subit un préjudice du fait d'un comportement inadéquat ou bien l'un des cas prévus par le Code du travail marocain. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a faute grave que forcément le licenciement est justifié. C'est là où il faut faire très très attention parce que je critique cette disposition dans la loi, mais elle est ce qu'elle est aujourd'hui, elle est applicable en l'état et des interprétations qui sont faites par les tribunaux sont claires. Si vous êtes employeur et vous constatez une faute grave imputée à l'employé, il faut respecter une procédure, l'article 62 et 63 du Code du travail. Si vous ne respectez pas cette procédure, la faute grave, si elle prend forme ou bien si elle est caractérisée par une agression, je dis bien une agression, si l'employé agresse son employeur, c'est une faute grave. Bien sûr, s'il y a atteinte à l'intégrité physique, c'est une faute grave. Mais en dépit de cette faute grave, il se peut que l'employeur soit condamné à indemniser si la procédure n'est pas respectée. Alors, très important, il faut dans les 8 jours où la faute est constatée, il faut auditionner l'employé, lui donner l'occasion de se défendre, écouter ses arguments, à travers un écrit bien entendu. Après cette réunion d'audition, dans les 48 heures, la décision doit être prise. Dans les 48 heures. Si ce formalisme n'est pas respecté, la justice ne vérifie pas le fond. Faute, pas faute, passez-moi l'expression, la justice s'en fout. On vous dit, écoutez, vous n'avez pas respecté la procédure, c'est un licenciement abusif. C'est parfois irrationnel, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça que les lois existent. Et maintenant, il y a un cas encore plus particulier. Il y a une jurisprudence toute récente. Lorsque les gens, pour des employeurs bien avertis, bien conseillés, tout le monde connaît des juristes, des conseillers juridiques, des avocats, on se concerte et on décide de prendre les mesures nécessaires qui s'imposent. Et on leur dit, écoutez, il va falloir respecter la procédure. Et très souvent, on fait assister un huissier de justice pour prouver que monsieur s'est véritablement présenté, un procès-verbal qui a été signé, etc. Une jurisprudence toute récente a établi le principe selon lequel l'huissier de justice n'a pas le droit d'assister à une réunion d'audition. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments privés, il y a des attitudes, il y a des choses qui ne sont pas censées être transmises au su de l'huissier de justice ou toute autre personne qui se révélerait nécessaire. À part les délégués de personnel, ça c'est un autre cas de figure. Il y a un autre aspect encore plus important. Aujourd'hui, on a généralisé l'idée, cher professeur, celle
de faire des écrits par huissier de justice. C'est encore plus sûr, c'est sécurisant, on est sûr que la personne recevra ou bien l'huissier actera le refus. Attention, la décision de licenciement, elle ne doit pas être adressée par huissier de justice. Il y a une autre jurisprudence qui a établi le principe, parce que la loi parle, la lettre de licenciement doit être adressée par courrier recommandé. C'est tout. Donc si elle est adressée par huissier de justice, elle n'est pas valable. Donc la procédure n'est pas valable et l'employeur peut être condamné à verser des indemnités. Donc ce sont des aspects que j'ai tenu à soulever parce qu'ils revêtent une importance capitale. Maintenant, pour revenir à l'aspect spécial du pharmacien, le problème de la loi 1704 et ce contrat type qui tarde à sortir pose un gros problème. Parce que l'article 108 dont a parlé mon cher confrère tout à l'heure, il parle de l'exercice, enfin le pharmacien assistant ne peut exercer qu'en vertu d'un contrat. Ça veut dire qu'on a établi le cadre dans lequel il peut exercer. Mais si on dit il ne peut exercer qu'en vertu d'un contrat et la loi n'a pas encore apporté ce contrat ou bien n'a pas, je dirais plutôt le législateur n'a pas encore publié, le Conseil de l'ordre bien sûr qui sera l'initiateur de cette mesure, n'est pas encore sorti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes, toutes les relations aujourd'hui sortent de l'application du 1704, de la loi 1704. Ça laisse un gros point d'interrogation et espérons que jurisprudence ne viendra pas demain après-demain reconsidérer ce principe. Néanmoins, nous restons dans l'application des termes généraux du Code du travail. Il y a un autre aspect aussi sur lequel j'aimerais insister, c'est le secret professionnel. Ça aussi, c'est important. Il y a parfois des condamnations pénales qui ont été dirigées contre un certain nombre d'assistants pour des histoires de divulgation de secrets professionnels. Maintenant, ça peut revêtir plusieurs formes. Des secrets par rapport à l'activité elle-même, des secrets par rapport à la personne du pharmacien, c'est-à-dire de l'employeur. Donc, tous ces aspects, il faut faire très très attention pour que l'application stricte de la loi soit respectée. Donc, on s'est mis d'accord avec mon cher professeur pour vous permettre d'avoir plus de temps pour éventuellement débattre, parce que je suis convaincu que les cas pratiques sont plus à même à apporter les éléments nécessaires qui vous conviennent. Merci beaucoup. Alors, s'il y a des questions, on est là pour ça, parce que je pense que dans le débat, on réussira éventuellement à apporter des éclaircissements en cas de besoin. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la première fois. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez un employé qui part en retraite et ce dernier aimerait travailler, prolonger sa durée de son contrat avec vous, et vous aimeriez le garder de façon légale, vous faites quoi? Sachant qu'il a accumulé ses points de retraite. Très bien. Tout à l'heure, l'Oustad, il a parlé d'un élément très important, c'est qu'il y a des cas exceptionnels, il y a des dérogations, c'est-à-dire on peut demander... Pardon? À part la dérogation, ça sort, c'est-à-dire on peut... Ça, c'est l'âge de la retraite. Lorsqu'on arrive à 60 ans, ça, c'est le régime juridique qu'il faut observer. C'est-à-dire, quand on dit quelqu'un qui travaille avant la retraite, il y a les charges, il y a la déclaration de la CNSS, il y a l'assurance, il y a toutes ces choses qui accompagnent la relation du travail. Donc, un régime dérogatoire consiste en une autorisation spéciale. Tout à l'heure, le professeur n'a pas manqué de le souligner. Mais ça, c'est dans le cas spécial du pharmacien. C'est très important. Parce que pour rester dans la légalité, dans le cadre général hors pharmacien, parce qu'il y a une loi, c'est très important parce que la loi 1704, elle régit la profession. C'est très différent, c'est spécial. C'est comme les notaires, les avocats, etc. Donc il y a une loi spéciale. Pour le cas classique, pour le salarié lambda, il y a le moyen légal qui est pratiqué de façon presque systématique, c'est des gens qui sortent du statut de salarié et ils adoptent le statut
de l'indépendant, c'est-à-dire il s'inscrit en tant que personne physique au registre de commerce, c'est-à-dire commerçant, il présente des factures, il a une patente, et il se fait payer non pas un salaire, mais on le paye sur la base d'une facture. Voilà, donc c'est le régime indépendant. Mais ça, je ne pense pas que ce soit applicable pour la pharmacie. Je ne sais pas, corrigez-moi, professeur, si je me trompe. Là, même dans le cadre de l'officine gérée par une personne physique, c'est-à-dire que l'auto-entrepreneur peut exercer au niveau de la pharmacie, surtout dans le cadre de remplacement. Donc un pharmacien, à condition qu'il soit donc bien sûr diplômé et autorisé à cet effet par le Conseil de l'ordre des pharmaciens, donc il y a l'autorisation pour pouvoir exercer, il peut s'inscrire dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat. Il va avoir un statut d'auto-entrepreneur, il va être immatriculé au niveau du registre de commerce et il peut donc remplacer, parce que le remplacement, c'est dans le meilleur des mondes, ça ne dépasse pas un mois. Donc parce que la loi donc, que vous avez, donc, elle impose des restrictions quant à la durée. Et donc pendant cette durée, il ne va pas être bien sûr embauché dans le cadre d'un CDD et le pharmacien ne va pas payer des charges là-dessus, mais donc il va c'est un contrat de gestion de la pharmacie pendant l'absence, pendant le congé, et c'est le pharmacien remplaçant qui va donner une facture, comme l'a dit Maître Alibar, et donc c'est un contrat de service. Donc voilà, donc il va être payé. C'est faisable. Donc il y a des cas déjà. Mais attention, lorsqu'on présente attention, il y a des obligations comptables aussi. Ça aussi, il faut le considérer. Avec le statut d'auto-entrepreneur, et on présente une facture, il y a le régime fiscal qui va avec. Donc ce sont des rentrées d'argent qui seront imposables. Donc ça aussi, c'est un régime qu'il va falloir prendre en considération. Très bien. Merci, mes chers deux professeurs, d'avoir bien vous nous avez éclairé un petit peu sur le droit du travail et ce qui suit. Moi, ma question s'adresse à des indemnités sur les heures supplémentaires, les jours hebdomadaires et le week-end lors d'une garde. Comment ça se fait le calcul? Calcul sur les indemnités des heures supplémentaires, le week-end et en jour de garde. Donc on l'a vu, donc c'est en fonction donc de la tranche horaire, donc où le salarié va être maintenu pour travailler. Et nous avons vu que donc entre 6h et 21h, c'est 25%. Et de 21h jusqu'à 6h du matin, c'est 50%. Là, sur de toute façon, ça revient au même. Si on procède donc à la majoration sur le brut, on va retrancher par la suite donc l'impôt. Donc ça, de toute façon, bien sûr, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Bien sûr. Parce que nous sommes dans le cadre d'une entreprise privée. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas donc, une mission d'intérêt général ou bien un maintien. Donc, et là, donc, bien sûr, c'est une entreprise qui fait des bénéfices à travers la garde. Le salarié, donc, il va bénéficier des heures supplémentaires. Et bien sûr, l'État a besoin donc, de prendre ce qui lui est dû. Donc, voilà, donc, c'est tout à fait normal. Les salaires non imposables, par exemple les dons, par exemple et autres. Non imposables. Sur le calcul du salaire de base. D'accord, les avantages. Bon, alors vous posez une colle parce que là, moi, et les chiffres, donc je n'ai pas donc d'affinité avec les chiffres, mais je pense que c'est les horaires, le nombre d'horaires travaillés sur lesquels donc on rajoute la majoration. Donc, non, il y a des avantages qui ne sont pas imposables. Des avantages non imposables. C'est-à-dire les tâches qui ne sont pas imposables. Là, est-ce que vous parlez de pendant la relation ou après la relation? Les heures supplémentaires. Là, pendant Les heures supplémentaires. les heures sup, ils sont là, on parle des heures. Il y a des avantages qui sont non imposables que nous voulons savoir. Là, chauffe. Les avantages, lorsque vous dites avantages, c'est qu'il n'y a pas de revenu. Quand vous dites avantage, je vais dire par exemple les choses qui rentrent dans le cadre du calcul de l'indemnité. C'est-à-dire aujourd'hui, le régime fiscal, il repose sur le fait que vous avez des revenus. Maintenant, les avantages, ça c'est autre chose. Ça, c'est ce qui accompagne le salaire. Non, on parle du salaire. Là, par exemple,
Là, hadoullah, exactement. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas imposable. Ça, c'est autre. Moi, je pensais parce que, effectivement, dans le salaire, et je veux profiter de votre question parce qu'elle est très intéressante à un autre niveau. Je vais y venir. Parce que dans les composantes du salaire, dans le calcul, et la pratique l'a révélé, c'est que les juges n'arrivent pas à prendre en considération dans le calcul de l'indemnité dans sa généralité ce qu'on appelle les avantages. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir au cabinet, me disent, écoutez monsieur, je perçois tant par mois, plus les avantages. Très bien. Les avantages, d'abord, il faut qu'elles aient un caractère régulier. Deux, quantifié. Quelqu'un qui vous dit, j'ai une voiture de fonction. Comment on va l'intégrer et la quantifier dans le calcul de l'indemnité? Parce que l'indemnité se calcule sur la base du salaire. Donc le juge, cette histoire du salaire composé d'avantages, il n'arrive pas à la cerner. Ça, c'est un problème au niveau du calcul. Maintenant, les avantages dont vous parlez, bien sûr, ne sont pas imposables parce que ça, c'est autre chose. Parce que ça, comment dire, ça rentre dans la comptabilité de l'entreprise, en l'occurrence l'employeur. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est là où je vous rejoins. Il y a un gros problème où la jurisprudence n'arrive pas à régler les choses et à lire correctement ce que prévoit la loi. C'est le mode de calcul. Pourquoi je vous ai posé la question, est-ce que vous parlez d'après le contrat? Parce que même si avant, comment raisonne un juge pour le calcul de l'indemnité? Il calcule sur la base du net, alors que c'est le brut. La loi est claire, c'est le brut. Donc dans le brut, on intègre tout. On intègre les avantages, etc. Mais encore faut-il quantifier ces avantages et savoir à quoi correspond le salaire si on doit y rajouter la prime ceci, le 13e mois, la prime de l'Eid, etc., etc., etc. Donc ça, je sais que je m'éloigne un petit peu de votre question, mais j'aimerais juste, j'en profite pour apporter un éclaircissement par rapport à ça. Parce que le principe est simple, est très très simple. Tant qu'on est dans la relation du travail, l'employeur, votre salaire, c'est le brut. Mais il y a des charges qui sont prélevées à la source. C'est-à-dire, l'employeur fait le travail au profit de l'État. On retranche l'IGR, on retranche les charges de la CNSS, etc. Donc, on se charge. Mais à la condition que la relation existe. Donc, cette charge qui pèse sur l'employeur, c'est pendant la durée du travail. Mais lorsqu'il y a résiliation et le juge devrait se prononcer sur les indemnités, il n'y a plus de relation pour que l'employeur retranche ces éléments. Donc il faut les intégrer dans le calcul de l'indemnité. 1. 2, très important aussi, il y a la loi qui a prévu quelque chose de très important, c'est que tous les montants qui sont prononcés par le juge dans le cadre d'une procédure judiciaire, elles sont exonérées de l'impôt. Ça ne veut pas dire qu'on va vous calculer en brut pour permettre au tribunal de retrancher plus tard. Non, parce que les décisions de justice, tout ce que vous obtenez en indemnité judiciaire n'est pas imposable. Donc j'ai profité un petit peu de votre question parce que je voulais traiter ce cas, parce qu'il pose un gros problème pour les juges sur un certain nombre de calculs au fin de cas. Par contre, un petit peu pour illustrer mes propos, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de la démission, et ça c'est autre chose. La démission, elle a une condition, parce que la loi elle a prévu l'indemnité au profit du salarié en cas de licenciement abusif. Mais si c'est l'inverse, parce que la rupture abusive, elle peut aussi émaner de l'employé. Il se peut, du jour au lendemain, moi j'ai une charge de travail, il décide du jour au lendemain de présenter sa démission. Il est tenu d'observer le préavis. Il doit me donner l'occasion d'aller préparer la relève et trouver un remplaçant. Donc s'il me prend par surprise, c'est une résiliation abusive, il n'aura pas respecté. Par contre, ce n'est pas le même mode de calcul. Il n'y a pas d'1 mois et demi par année de présence. La seule chose à laquelle peut prétendre un employeur, c'est combien de mois de salaire. C'est-à-dire, s'il est soumis au régime d'1 mois de préavis, il sera condamné à 1 mois de salaire. S'il est soumis à 3 mois de préavis, c'est 3 mois de préavis, etc. Et ces 3 mois de préavis, c'est en net par contre. Parce que c'est la période durant laquelle l'employé aurait dû rester pendant cette période avec l'employeur. Donc c'est ce régime qui pose un problème dans la pratique. C'est pour ça qu'on encourage, je vais profiter de l'occasion, vous encourager, si vous êtes employeur et si vous êtes dans l'esprit de préparer des contrats, insérez des clauses d'arbitrage. Insérez des clauses d'arbitrage. Simple, une formule. En cas de différend, à l'occasion de l'exécution, l'interprétation, voire même résiliation du contrat,
il sera fait recours à la procédure d'arbitrage telle que prévue à l'article 306 du Code de procédure civile. Pourquoi? Parce que lorsque vous insérez une clause d'arbitrage, le juge, le tribunal devient incompétent. Il ne peut plus trancher parce que vous aurez choisi le régime de règlement du litige. Ça veut dire que le tribunal, il aime le mahkama, المحكمة كتقول له سيدي عدم قبول الطلب راك اختاريتي توجه ديال حل النزاع. Alors très important, pourquoi? Parce que si vous êtes employeur, c'est vrai que les employés qui vont en justice en général, ils ont des revendications. C'est pas parce qu'ils ont des revendications que forcément elles seront adoptées par le juge, mais le fait que la loi ait prévu la gratuité, c'est-à-dire lorsque l'employé est renvoyé ou bien est licencié, il bénéficie de la gratuité des taxes judiciaires. Donc le recours à la justice est gratuit. Ce n'est pas le même cas pour l'employeur. Donc il y a beaucoup d'employés qui disent de toute façon je ne paie rien, pour éviter cette gratuité qui parfois se révèle abusive. Insérer des clauses d'arbitrage dans le contrat, c'est très important. Ça permet, comment dire, de confier l'affaire à un arbitre entre les parties. C'est coûteux, un peu plus coûteux. Quand je dis coûteux, ce n'est pas énorme, mais c'est plus coûteux pour le salarié pour qu'il puisse, ou bien pour qu'il ne puisse engager de procédure que si son droit est avéré, c'est-à-dire s'il y a vraiment quelque chose à demander auprès de l'arbitre. Par contre, il y a des gens qui démissionnent et qui vont quand même en justice pour aller dénoncer la démission. Ça fait perdre de l'argent, ça fait perdre du temps à l'employeur, et je ne pense pas que ce soit le désir de tout le monde. Justement, pour rebondir donc, sur ce que vient de dire donc, Maître Alibar, c'est-à-dire la procédure d'arbitrage, certes, elle est un peu coûteuse, mais elle est vraiment, donc, elle jugule donc, le problème donc, de la durée du procès. Parce que c'est une procédure qui est rapide, sauf que je pense qu'il faut par la suite donc, la sentence arbitrale, elle doit avoir donc, l'exéquatur, elle doit recevoir l'exéquatur du juge. C'est-à-dire qu'une fois la sentence rendue par l'arbitre, il faut passer par le tribunal pour une formalité donc, d'exéquatur. Autre chose, tout à l'heure, Maître Alibar a parlé donc, de la rigidité un petit peu donc, du juge, parce que nous sommes dans la sphère du social. Donc nous sommes dans une relation contractuelle qui n'est pas toujours équilibrée, n'est-ce pas? Donc il y a toujours l'employeur qui dispose d'un pouvoir parce qu'il est chef d'entreprise, il a du pouvoir donc, sur ses subordonnés, sur ses collaborateurs. Et donc en l'absence d'un contrat type justement, donc, qui va prévoir un petit peu quels sont les droits et les obligations de tout un chacun, donc on peut, donc, le contrat il est valablement formé comme ça. Et par la suite, donc, on peut parfois donc, imposer un certain nombre de choses sur le salarié. On va dépasser un petit peu ce qui est prévu par la loi. Et notamment, là, donc, voilà, Moulay Idriss donc, a soulevé cette question de garde. Donc on maintient un employé en pharmacie au-delà des horaires de travail, n'est-ce pas? Et on ne l'indemnise pas. D'accord? Donc et très souvent, même le repos compensatoire, on ne le donne pas, surtout après 2 jours de garde les week-ends. Et là, donc, le juge il va être intransigeant sur même donc, le jour où va naître un conflit. Croyez-moi, le juge va être toujours du côté du salarié, parce qu'il se met toujours donc, du côté de la partie vulnérable du contrat. Donc, il prend la défense, donc, à moins que, comme l'a dit Maître Alibar, que la faute soit prouvée, à moins qu'il s'agisse d'une faute vraiment grave, d'une faute grossière, donc, qui mérite donc, un licenciement unilatéral. Et bien sûr, les règles de procédure, là, il faut faire attention, il faut toujours faire attention, parce que sinon, donc combien même vous avez donc des droits, combien même vous êtes conforté dans vos droits par un comportement donc, qui n'est pas conforme de la part du salarié, mais si vous ne faites pas donc les choses selon ce qui est prévu, c'est-à-dire donc une sommation, si j'ose dire, ou bien une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, vous risquez donc de tout perdre. Et en plus, les indemnités, donc, elles sont donc, toujours donc, assez consistantes. Voilà, parce qu'on se dit, il y a, derrière cet employé, il y a une famille, il y a des enfants, donc il y a un salaire qui a une fonction alimentaire, etc. Voilà. Justement, ça me permet je l'ai répété pas mal de fois, il y a une grande différence entre justice et ce qui est juste. Grande différence. Il y a beaucoup de personnes qui disent « je suis dans mon droit »
il suffit que je sois dans mon droit pour que la justice me donne automatiquement satisfaction. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire, ce qui est juste, il est précédé de justice. Quand on dit justice, on dit fonctionnement. Il y a des règles, il y a des délais, il y a des procédures, il y a des contraintes. Il faut que ce soit dirigé de façon respectueuse en termes de procédure avant d'attaquer le fond. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai l'habitude d'ailleurs de soumettre. C'est que, d'ailleurs, c'est un cas que j'ai dû traiter, une personne qui a obtenu un crédit à la consommation remboursable sur une durée de, je pense, 4-5 ans. Elle a obtenu son crédit et n'a payé aucune échéance. Aucune. Zéro. Bien sûr, elle n'a pas changé d'adresse. Elle est restée là où elle a déclaré son adresse le premier jour. 6 ans plus tard, elle est assignée en justice par l'organisme de prêt, ce qui est normal. Donc, on lui a réclamé le montant total du crédit plus les intérêts. Je vous laisse deviner le montant qui en est sorti. Vous me direz, c'est normal que la justice donne satisfaction à l'organisme. Vous avez pris un crédit, vous ne l'avez pas payé. Le problème, c'est que l'organisme a mis 6 ans pour engager la procédure. Donc, il y a prescription. La prescription, elle est de 5 ans. C'est pourquoi je vous donne cet exemple. Voilà une personne qui a bénéficié de la prescription et finalement, elle a encaissé une somme d'argent et qu'elle n'a pas remboursé. Donc, ce qui est juste, c'est qu'elle rende cet argent, mais en respectant les principes de la justice, elle ne l'a pas rendu. Donc il ne suffit pas d'avoir raison sur le principe, il faut respecter scrupuleusement les dispositions de la loi en termes de délai, j'ai dit, en termes de procédure, en termes de conditions de forme requises par la loi. D'ailleurs, vous avez parlé d'un élément très important aussi, dans la lettre de licenciement, en cas de licenciement et en cas de respect de la procédure de l'article 62 dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut que la lettre de licenciement, même la lettre de licenciement doit répondre à un certain nombre de formalismes. Il y a trop de règles. C'est pour ça, c'est ce que je reproche aux législateurs par rapport à cette loi, c'est que dans le monde du travail, les relations sont flexibles. Il n'y a pas de système type. Il y a un employé qui peut déraper quelque part, un employeur aussi. Il n'y a pas de régime strict pour qu'on applique une législation stricte. Même la lettre de licenciement, elle doit comporter un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire, monsieur, nous avons décidé, suite à l'audition qui s'est déroulée tel jour, nous avons décidé, ou bien il a été décidé de vous licencier de vos fonctions, etc., etc. Votre solde de tout compte est à votre disposition, mais il faut rajouter une phrase. Alors, une phrase qu'il faut rajouter pour que la lettre de licenciement soit recevable, c'est que vous disposez d'un délai de 90 jours pour exercer votre recours. Donc, si l'employé n'exerce pas son action en justice dans les 90 jours, il y a prescription. Il perd son droit d'assigner l'employeur en justice. Donc il y a trop de règles en la matière. Espérons qu'il y aura une révision, d'ailleurs c'est dans le pipe. J'espère qu'une révision sera à l'ordre du jour bientôt pour sortir de cette réglementation assez stricte et contraignante pour l'employeur. Donc quelques éléments à prendre en considération. Ah, excellent. L'inspecteur du travail, ce n'est pas le juge. L'inspecteur du travail, d'abord, il porte bien son nom, inspecteur du travail. Donc, ses fonctions consistent en la vérification du respect des règles de travail au sein de l'entreprise. Ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, c'est autre chose. Lorsque un conflit surgit entre employeur et employé, très souvent, des gens qui viennent me dire « Oui, mais je vais aller chez l'inspecteur du travail, je vais lui dire ceci, je vais lui dire cela, mais il ne sera pas convaincu. Je prends avec moi le fond de dossier. » Le rôle de l'inspecteur du travail en cas de litige, c'est un conciliateur. Il convoque l'employeur, si c'est l'employeur qui est assigné, il prétend que vous l'avez licencié tel jour, tel jour, tel jour, quelle est votre version? Pas pour trancher au profit de X ou Y, non. Quelle est votre version? Est-ce qu'il y a eu licenciement? Non, on ne l'a jamais licencié. Donc ça peut se faire de la sorte. Il peut dresser un procès verbal d'échec de conciliation. Oui, nous l'avons licencié parce que nous avons relevé une faute grave imputable à l'employé tel jour. Oui. Auquel cas, l'inspecteur du travail délivre un procès verbal d'échec de conciliation.
محضر فشل محاولة الصلح. Pourquoi? Parce que la loi le prévoit. Maintenant, il y a eu des discussions, est-ce que c'est un recours obligatoire ou pas? Ça, c'est autre chose. Alors, il a un deuxième rôle au cas où les parties se mettent d'accord pour régler les choses à l'amiable. Oui, on l'a licencié, il n'a pas commis de faute grave, mais il a le droit. Maintenant, l'inspecteur de travail, il a le droit de passer pour le médiateur, pour celui qui aura rédigé un procès verbal, le conciliateur, avec une transaction qui sera signée devant lui, émanant de l'inspecteur de travail, avec le montant de l'indemnité sur lequel ils vont se mettre d'accord. Il peut avoir ce rôle aussi. Alors, il y a une autre disposition d'ailleurs, vous parlez de l'inspecteur de travail, dans la procédure de licenciement prévue à l'article 62, il y a un cas où on fait référence, mais sauf avec une petite précision qui a son importance, qui pose un problème pour les juges. Si l'une des personnes ne se présente pas, si l'une des parties ne se présente pas à la réunion d'audition, c'est-à-dire une faute grave, on va fixer jeudi 15h pour écouter, pour auditionner l'employé sur le fait qui lui est reproché. Si l'employé ne se présente pas, ou si le représentant de la société ne se présente pas, la loi a utilisé une formule impersonnelle. Au cas où l'une des parties ne se présenterait pas à la réunion d'audition, il est fait recours. بني المجهول يتم اللجوء إلى مفتي الشغل. Par qui? Par celui qui ne s'est pas présenté. Supposons que ce soit l'employé qui ne se soit pas présenté. Est-ce que l'employeur est dans l'obligation, lui, d'aller voir l'inspecteur de travail pour lui dire « Monsieur ne s'est pas présenté » ou bien se contenter pour dire « Écoutez, moi je l'ai convoqué de façon tout à fait officielle, normale, il a reçu, je n'ai pas à aller saisir l'inspecteur de travail. » Donc ce sont des petites imperfections dans la loi qui ouvrent la brèche et qui ouvrent la porte à l'interprétation parfois abusive de la part d'un certain nombre de juges. Juste une question, M. Hannibal. Est-ce que donc, le défaut donc, de la saisine donc, de l'inspecteur du travail, est-ce qu'elle elle va donc, bloquer un petit peu ou bien donc, elle ne va pas faire aboutir la sentence judiciaire ou bien la décision du juge? Non, parce que ça, oui, c'est important. Alors, d'abord sur le principe, c'est-à-dire il y a un cas qui a été traité par la Cour de cassation qui a établi le principe selon lequel, même s'il n'y a pas recours auprès de l'inspecteur de travail, la procédure n'est pas viciée, c'est-à-dire la procédure de l'article 62 demeure valable. Par contre, si, en cas de non-présentation, si l'employé ne se présente pas à l'audition d'écoute, enfin à la réunion d'écoute, la loi a prévu que l'employeur était lui dans l'obligation d'aller saisir l'inspecteur de travail. Attention, ce n'est pas la Cour de cassation. Alors, je ne vais pas vous embarquer dans les profondeurs de la procédure. C'est une décision de la Cour d'appel. Les décisions qui sont opposables aux juges et qui font office de règle, ce sont les décisions de la Cour de cassation, et encore mieux, la Cour de cassation, ce qu'on appelle les arrêts de principe. Ça veut dire جميع الغرف كلهم متفقين باش يوثقوا واحد المبدأ. Un seul principe, c'est que s'il n'est pas fait recours à l'inspecteur de travail, la procédure est viciée. Ça, on n'a pas encore ça. Donc, il y a la cassation qui vous dit, pour la tentative à l'amiable, ce n'est pas obligatoire, mais en cas d'absence, si ce n'est pas l'employeur qui saisit l'inspecteur de travail, la procédure est viciée. Donc ça, comme vous l'aurez constaté, ça reste très fragile en termes d'interprétation. et donc, القضيه ديال البريافي دونك انا كنت قلبت في لو كود دو ترافاي بانه دايرين سولون لي زاني ديكسبيريونس ديالك كاين عندك دي بيريود دو بريافي باغ اكزومبل الا بقيت عاقله ان صغر قل من 2 ans ديكسبيريونس عندك جو بونس 1 mois entre 2 حتى ل 5 عندك 2 mois et فوق من 5 ans عندك 3 mois دابا في لي كونطرا حاليا ولاو كي امبوزيو عليك باغ اكزومبل في لو كونطرا ديالك بان اون كا دو ديميسيون عندك مثلا 3 mois de préavis سنيتي لو كونطرا ليغاليزيتي صافي سي بون درتي وصل ان جور مثلا ما كملتيش ديك 2 ans يعني نورمالمون سولون لا لوا راه عندك غير 1 mois مي في لو كونطرا ديالك tu as signé 3 mois دونك شكون اللي كيغلب واش لا لوا ولا لو كونطرا اللي سنيتي عليه في l'article, la disposition qui régit le préavis, il fallait faire attention à un autre élément.
Attention, si des dispositions contractuelles prévoient des choses défavorables à l'employé, elles sont nulles. D'accord? Donc attention, pour l'employé, c'est-à-dire si la loi vous donne, parce que c'est l'effet inverse qui est pris en considération. D'accord? On vous donne ce qui va en votre faveur. Mais pour le cas présent, l'interprétation qui en sera faite, c'est qu'on vous impose un délai de préavis qui vous est défavorable par rapport à ce qui est prévu par la loi. C'est l'interprétation qui est prise en application de la loi. C'est-à-dire, la clause est nulle. D'accord? Voilà. Merci pour vos présentations assez claires et précises. Ma question porte sur la prise de congé. Dans les entreprises, il y a des systèmes de pointage, des systèmes de fiches et de signatures, etc., de validation de période de congé. En général, dans les officines, sauf les plus avertis, c'est un accord verbal entre les deux parties. En cas de problème, c'est là où on peut se poser les questions. Comment prouver une position soit de l'employeur ou de l'employé. L'employé peut dire que j'ai jamais pris de congé pendant 2 ans et vice-versa pour l'employé. Comment on peut prouver dans ce cas-là? Sauf, en termes de congé, c'est là où les écrits sont très importants. Il se peut que votre employeur vous dise du jour au lendemain, à partir de lundi prochain, je vais prendre congé d'IELK. Là, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur, il faut qu'il y ait un écrit, il y a des fiches de congé qui sont signées, il y a des durées, il se peut que ça coïncide avec une durée. Les problèmes qui se posent, le congé, ce n'est pas à ce niveau, parce que l'écrit est d'une évidence capitale. Et si ce n'est pas l'employeur et normalement, c'est lui qui doit l'acter, parce que c'est lui qui est soumis à la pression, parce qu'il se peut que lors d'une rupture, ils vous disent écoutez, monsieur, je n'ai jamais bénéficié de mon congé. Donc, c'est lui qui a plus intérêt à ce qu'il y ait un écrit. Par contre, les problèmes qui se posent par rapport au congé, c'est le choix de la période. Ça, effectivement. Là, personne ne peut apporter une réponse claire là-dessus. Ça veut dire que les congés sont autorisés en fonction des nécessités du service. Et maintenant, autre chose, c'est qu'il y a des congés. Il y a des systèmes dans un certain nombre d'entreprises où les congés doivent être consommés dans l'année. Il y a des entreprises qui établissent le principe du cumul. C'est-à-dire que là, je n'ai le congé de 2008 ou 2009, donc tout dépend de la structure qui a été choisie, tout dépend de ce qui a été convenu entre les parties, mais il faut s'informer de tout ça le premier jour. Il faut acter par écrit. Ça, c'est très important. Et je profite de votre question. Alors, l'employé, c'est lui qui fasse appel à des écrits. Aujourd'hui, les modes de communication sont tellement développés. Il y a le WhatsApp, il y a les emails aujourd'hui. Monsieur, faites-moi un écrit. Monsieur, à partir de demain, vous êtes affecté. Monsieur, vous êtes en mission le Tanja. Par exemple. Qui me dit demain, monsieur, c'est le Tanja, le lendemain, c'est une lettre pour abandon de poste? C'est probable. C'est pas évident, mais ce n'est pas impossible. Donc maintenant, monsieur, très bien, mais faites-moi un écrit. Je profite de l'occasion également, donc, au cas où un employé ne se présente pas. S'il ne se présente pas, et une semaine plus tard ou les 10 jours plus tard, il n'est toujours pas là, vous n'allez pas aller en justice et obtenir gain de cause. La loi vous impose, vous, de prouver qu'il est parti. Donc, la preuve de l'abandon de poste, elle incombe à l'employeur. Et on informe l'inspecteur de travail. L'inspecteur de travail, il faut l'impliquer dans tous les écrits lorsqu'il s'agit d'un problème ou bien d'une situation litigieuse, dans tous les problèmes. Maintenant, pour les congés, il faut que ça se fasse et ça soit acté par écrit. Comme ça, vous êtes... Sinon, en cas de rupture, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le solde de tout compte. Le solde de tout compte, ce sont les montants qui devront être versés à l'employé, quelle que soit la raison. Résiliation pour faute grave ou les machines faute grave. Pourquoi? Parce que le solde de tout compte, il est composé d'éléments qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Salaire, heures sup et les congés. Et les congés, surtout les congés. Donc s'il y a un arriéré, il faut le réclamer. Là, pour rebondir toujours sur le même sujet, en ce qui concerne donc la ventilation des congés, surtout quand il s'agit donc d'une entreprise où il y a beaucoup de salariés, je pense que ça peut se faire dans le cadre d'un règlement intérieur qui va imposer un petit peu comment doivent se faire les choses, c'est-à-dire la priorité aux salariés qui ont des enfants, parce qu'il y a, voilà, donc, il y a la rentrée scolaire qui reprend par la suite, donc il faut qu'ils voyagent avec leurs enfants, etc. Bien sûr. Et là, donc, je rejoins le CED. Aujourd'hui, les moyens de communication sont tellement développés qu'on peut donc mettre les moyens de preuve sont accessibles maintenant. C'est-à-dire un tableau des départs en congé. Donc ça se fait 3 mois, 4 mois, 5 mois à l'avance. Vous faites votre tableau en fonction donc des périodes de départ et le bénéficiaire et vous l'envoyez par mail à tous les salariés. Donc il faut créer des adresses entre guillemets institutionnelles au niveau de la pharmacie. Donc monsieur Intel @pharmacieintel.gmail.com et vous diffusez la liste à tout le monde. Donc il y a une preuve qui est diffusée donc à l'ensemble des salariés et qui est gardée chez l'employeur. Je pense que la régie commence donc à nous envoyer le signal parce qu'on doit quitter. Une dernière question pour libérer la salle. Bonsoir. S'il vous plaît, je voudrais revenir à cette histoire de personnel qui arrive à la retraite. J'ai un vendeur qui va arriver à la retraite bientôt, qui n'a pas envie de partir, et moi non plus, je n'ai pas envie de le laisser partir. Est-ce qu'il y a une possibilité de le garder dans le cadre légal? Voilà, exactement la précision que j'attendais. Rien ne vous empêche de le garder. Sauf que le régime juridique applicable, on ne peut plus le considérer comme salarié. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de déclaration à la CNSS, il n'y a plus d'AMO, il n'y a rien du tout. Sur l'AMO, c'est ça. L'accident de travail aussi, c'est-à-dire qu'il n'est plus couvert. Donc maintenant, le statut, il y a deux manières de faire. Soit s'enregistrer en tant que personne physique dans le registre de commerce avec une patente, donc son salaire sera converti en facture à régler à la fin du mois, avec les obligations comptables et fiscales qui vont avec, ça le regarde. Mais sinon, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas. À moins qu'il bénéficie d'une dérogation, ça c'est autre chose. On n'a pas de dérogation, parce que j'ai déjà demandé, ce n'est pas un travail qui est exceptionnel. C'est pour ça qu'on parle de dérogation, parce que ça peut être favorable ou défavorable. Non. Et dans ce cas, qu'est-ce que je risque si je le garde? S'il reste, d'un commun accord. S'il vous plaît. Imaginons le pire, c'est-à-dire que cette personne, donc il arrive un accident à cet employé, alors qu'en principe il devait être mis à la retraite, et vous le gardez. Là, vous êtes responsable. Donc vous allez engager votre responsabilité, parce que vous savez, donc il y a déjà tout ce qu'on vient de voir, le salaire, etc. Mais il y a les autres avantages, et bien sûr il y a la couverture contre le risque, contre les accidents de travail, etc. Et là, donc, je pense, c'est dangereux. La meilleure chose, c'est comme il a été proposé par Maître Haniba, c'est-à-dire qu'il peut adopter le statut d'auto-entrepreneur. Il va faire ses déclarations, il continuera à travailler et vous allez le rémunérer en fonction des services rendus. Il va vous donner une facture. Comme ça, vous n'allez pas perdre donc bien sûr le salaire, ça sera une charge déduite et vous serez en conformité avec la loi. Voilà. Voilà, merci beaucoup donc, de votre présence, de votre patience et donc à une très prochaine fois, Inch'Allah.